de cratères à la surface de la Lune, produits par la chute d'astéroïdes. Mais l'un d'entre eux a attiré beaucoup d'attention. Il s'est avéré être non seulement un cratère d'impact, mais également un tube, ressemblant à l'entrée d'un réseau de grottes. Les scientifiques ont détecté une forme d'écho spécifique qui suggère qu'une zone creuse se trouvait en dessous. Ils ont également découvert des motifs d'écho similaires à quelques endroits proches du trou. Il pourrait donc y avoir d'autres tubes lunaires. Mais celui-ci, en l'occurrence, pourrait accueillir un terrain de football tout entier. Les chercheurs pensent que la surface pourrait abriter un vaste monde géologique. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune ou même un futur port en raison d'une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de 3 jours en raison des conditions qui règnent sur le satellite. Des températures extrêmement variables, une faible atmosphère, pas de champ magnétique pour protéger la vie de choses comme les radiations ou le vent solaire. Les astronautes portent des combinaisons spatiales, mais elles ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes. Un tube de lave, lui, le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se recouvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un dôme au-dessus d'elle. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut enfin se vider. Et c'est ainsi qu'apparaît un tube creux. Notre planète a aussi des tubes de lave, mais ils ne sont pas aussi grands que ceux que l'on trouve sur la Lune. En 1178, je n'étais pas encore né, au moins 5 personnes en Angleterre ont affirmé avoir vu la Lune se fendre en deux depuis son bord supérieur. Elle avait la forme d'un croissant au moment de l'événement. Lorsque la fente s'est élargie, du feu a commencé à en sortir. Le moine qui en a fait la chronique l'a décrit ainsi. Une gerbe enflammée a jailli, crachant du feu, des charbons ardents et des étincelles. Ensuite, la Lune a commencé à se mouvoir et à palpiter. Mais elle s'est rapidement arrêtée et a pris une teinte légèrement plus foncée. L'événement n'a cependant pas reçu beaucoup d'attention de la part des scientifiques avant la deuxième moitié du XXe siècle. Des chercheurs ont étudié cette chronique et ont découvert qu'il y avait un énorme cratère de 22 km de large sur la surface de la Lune, à peu près à l'endroit décrit dans le manuscrit. Seul un très gros astéroïde aurait pu laisser une telle marque sur la face du satellite. Et lorsqu'ils l'ont examiné de plus près, ils ont découvert qu'il était assez récent pour un événement cosmique. En fait, il aurait pu apparaître il y a environ 800 ans. Mais dans ce cas, des millions de fragments de l'astéroïde et de la Lune auraient également dû frapper la Terre. Et les gens auraient alors assisté à une incroyable pluie de météorites. Elle aurait été très brillante, et les souvenirs de cette pluie auraient été certainement consignés dans les archives. Mais cela ne s'est pas produit. De plus, de nombreux scientifiques affirment que ce cratère n'est pas aussi jeune qu'il n'y paraît. La théorie la plus répandue et la plus plausible est qu'il est entre 1 et 10 millions d'années. S'il était apparu aussi récemment qu'il y a 800 ans, certaines parties de la surface de la Lune, à l'intérieur et autour du cratère, auraient été encore chaudes en raison de l'impact. L'explication la plus probable de ce qui s'est réellement passé en 1178 est que les observateurs ont eu la chance de voir un astéroïde tomber vers la Terre et brûler dans l'atmosphère de notre planète. Le spectacle aurait été incroyable. Et vu sous un certain angle, l'explosion de l'astéroïde aurait vraiment pu donner l'impression que c'était la Lune qui entrait en éruption. Cela expliquerait pourquoi il y a si peu de témoins du phénomène. L'endroit d'où il était possible d'y assister, tel qu'ils l'ont décrit, ne s'étendait que sur quelques kilomètres. Quant aux événements avérés sur la Lune, de l'eau et de l'oxygène y ont été découverts de façon inattendue il n'y a pas si longtemps. L'eau aurait pu être amenée sur le satellite par des astéroïdes frappant sa surface. Beaucoup d'entre eux transportent des molécules d'H2O, et celles-ci sont laissées sur la Lune en quantité infime après l'impact. Mais il n'y a que très peu d'eau. En comparaison, même le désert du Sahara en contient plus que toute la Lune. L'oxygène est également présent sous forme de molécules éparses flottant autour de la Lune. On ne peut donc toujours pas y respirer. C'est le vent solaire qui les a amenés. Ces vagues d'énergie en provenance du Soleil voyagent à des vitesses ahurissantes à travers l'espace, arrachent l'oxygène des parties supérieures de notre atmosphère et le transportent au loin. Finalement, le vent chargé de ces molécules d'oxygène atteint la Lune. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. La Lune commence à rouiller. Il y a beaucoup de fer dans le sol lunaire, et lorsqu'il est exposé à l'oxygène et à l'eau, il rouille naturellement. Certaines parties de la Lune sont même déjà devenues légèrement rougeâtres. Ce sont les régions où il y a la plus grande concentration de ces molécules. Si le processus se poursuit suffisamment longtemps, dans un avenir lointain, la Lune ressemblera à Mars. Elle deviendra rouge orangé. Oui, la couleur caractéristique de Mars provient précisément de la corrosion qui a commencé là-bas il y a des milliers et des milliers d'années, quand il s'y trouvait des rivières et des mers remplies d'eau et une atmosphère chargée d'oxygène. Un autre phénomène inhabituel est celui des lumières bleues et rouges sur la Lune. On peut les observer lorsqu'elle est en forme de croissant. Des flashs étincelants vont et viennent très rapidement,
presque comme la foudre. Et c'est essentiellement de cela qu'il s'agit, des éclairs électriques. Ce sont les forces de marée qui en sont responsables. Elles provoquent une accumulation de contraintes physiques dans la roche. Cela peut produire un champ électrique, lequel génère ces éclairs bleus qui ont surpris de nombreux astronomes. Tu poses le pied sur la surface de la Lune. C'est dépaysant. Tu te sens clairement plus léger ici, et il est plus facile de marcher. Tu décides de mettre à exécution ce projet qui t'obsède. Sauter comme un cabri sur le satellite naturel de la Terre. Et malgré ton encombrante combinaison spatiale, tu t'envoles littéralement dans les airs. Wouhou! Ok, ça c'est fait. Tu continues ta promenade sur la surface de la Lune lorsque tu ressens quelque chose d'étrange. Le sol sous tes pieds tremble. On dirait qu'un tremblement de terre est en train de se produire sur la Lune. Mais c'est tout simplement impossible, ou peut-être pas. Surprenamment, ton intuition a vu juste cette fois-ci. Les séismes sur la Lune existent bel et bien. En fait, il existe 4 types de tremblements de Lune qui soient suffisamment puissants pour être détectés à grande distance. Il y a les tremblements de Lune profonds qui se produisent à près de 700 km sous la surface. Il y a ensuite les impacts de météorites. Les tremblements thermiques, eux, ont lieu lorsque la croûte lunaire glaciale se dilate. Ils se produisent lorsque le soleil matinal illumine le satellite après une nuit lunaire frigorifique de 2 semaines. Il y a aussi des tremblements de lune superficiels. Ce sont les seuls qui s'apparentent aux tremblements de terre de notre planète. Ces séismes lunaires se produisent à une profondeur de 20 à 30 km sous la surface. Ce sont les plus puissants et les plus dangereux. Entre 1972 et 1977, le réseau sismique Apollo a enregistré 28 séismes lunaires de ce type. Et certains d'entre eux avaient une magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de Richter. Sur Terre, un tel tremblement de terre serait assez fort pour fissurer le plâtre et déplacer des meubles imposants. De plus, les tremblements de lune superficiels durent très longtemps par rapport aux tremblements terrestres. Une fois qu'ils ont commencé, ils peuvent durer jusqu'à 10 minutes. Un tremblement de terre moyen, quant à lui, dure généralement de 10 à 30 secondes. Les scientifiques ne sont toujours pas certains des causes des tremblements de lune superficiels, ni même l'endroit exact où ils se produisent. L'une des théories voudrait que ces séismes lunaires se produisent au bord de grands cratères, relativement récents, qui s'affaissent probablement de temps à autre. Il est intéressant de noter que la Lune et la Terre ne sont pas les seuls endroits où des séismes se produisent. Les scientifiques ont enregistré des séismes, des tremblements, des vibrations et des secousses dans d'autres régions de notre système solaire également. Prenons l'exemple de Mercure. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert que cette planète rétrécissait. Et c'est pourquoi elle semble être tectoniquement active. Prenons encore Vénus. Cette planète est un casse-tête tectonique pour les experts. À l'heure actuelle, Vénus n'a pas de plaque tectonique à proprement parler, et il se pourrait qu'elle n'en ait jamais eu. Mais sa surface présente des rides et des failles qui donnent l'impression qu'elle pourrait bien avoir des plaques tectoniques. D'un autre côté, ces caractéristiques pourraient être apparues des suites d'autres processus. L'activité volcanique, par exemple. Mais même si nous n'avons pas encore observé de séismes sur Vénus, les chercheurs pensent qu'ils pourraient les détecter car leurs vibrations produiraient des ondulations dans l'épaisse atmosphère de la planète. Et maintenant, Mars. Nous savons avec certitude que cette planète est sismiquement active. Un module de la NASA a placé un sismomètre à la surface de la planète rouge. Et en 2019, il a réussi à mesurer son premier tremblement de Mars. Par la suite, l'atterrisseur a continué à enregistrer des tremblements, mais ils étaient si faibles que s'ils se produisaient sur notre planète, ils seraient complètement couverts par le bruit de fond des océans terrestres. Mais un corps spatial n'a pas besoin d'être une planète à part entière pour avoir une tectonique active. Prenons Pluton. Cette planète naine est géologiquement active en ce moment même. En 2014, la sonde spatiale New Horizons de la NASA survolait le système de Pluton lorsqu'il a détecté des caractéristiques géologiques complexes sur cette planète naine. Les scientifiques en ont conclu que Pluton pourrait connaître des secousses lorsque son océan d'eau liquide gèle et dégèle sous sa croûte glacée. Les lunes de Jupiter, Europe et Io, ainsi que les lunes de Saturne, Titan et Encelade, sont également actives géologiquement, en dépit de leur petite taille. Leurs caractéristiques vont des volcans et des panaches d'eau à de potentiels océans souterrains. Et maintenant, je parie que tu ne connais pas ces faits étonnants sur les tremblements de terre qui se produisent sur notre propre planète. Il y a un endroit sur Terre où se produisent 90% de tous les tremblements de terre. Il s'agit de la ceinture de feu qui s'étend autour de l'océan Pacifique, de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Amérique du Sud. Ça ressemble plus à un fer à cheval qu'à une ceinture. Quoi qu'il en soit, les experts affirment que ces innombrables tremblements de terre sont causés par l'abondance de volcans dans cette région et par le mouvement constant des plaques tectoniques. Environ 1 demi-million de tremblements de terre se produisent sur Terre chaque année, mais beaucoup d'entre eux se produisent très profondément dans la croûte terrestre, et seul un équipement de pointe peut les détecter.
Nous ressentons environ 20% de tous ces tremblements de terre, et seulement 100 d'entre eux causent de réels dégâts. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili en mai 1960. Il était d'une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter et a été véritablement dévastateur. Pendant le tremblement de terre, les sismographes ont détecté et enregistré des ondes sismiques qui ont parcouru la planète entière et elles ont secoué le globe pendant plusieurs jours. Quant au tremblement de terre le plus puissant survenu aux États-Unis, il était de 9,2 et s'est produit en Alaska. À propos, l'Alaska est, avec la Californie, l'État américain le plus exposé aux tremblements de terre et l'une des régions du monde les plus actives sur le plan sismique. Un tremblement de terre de magnitude 7 s'y produit presque chaque année. Un mégaséisme peut en fait raccourcir la durée d'une journée pour l'ensemble de la planète. La NASA affirme que les très gros tremblements de terre peuvent déplacer l'axe de notre planète et, par conséquent, modifier la durée du jour. Bien sûr, tu ne t'en rendras pas compte puisque ce changement se mesure en microsecondes. Et qu'une microseconde, ce n'est qu'un millième de seconde. Les scientifiques pensent que le tremblement de terre de Sumatra de magnitude 9,1, qui s'est produit en 2004, a raccourci la journée de 6,8 microsecondes. Même les meilleurs spécialistes sont incapables de prédire un tremblement de terre. C'est essentiellement parce que les mécanismes qui engendrent les séismes se trouvent très profondément sous terre. Mais de nos jours, nous avons appris à calculer avec davantage de précision le moment où un tremblement de terre pourrait se produire. Les tremblements de terre peuvent être déclenchés par des éruptions volcaniques ou, à tout hasard, par des impacts de météorites. Mais la plupart d'entre eux sont causés par les mouvements des plaques tectoniques de notre planète. La surface de la Terre est constituée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. La pression augmente lorsqu'elle se déplace, ce qui peut entraîner la rupture de la croûte de notre planète. San Francisco se déplace en ce moment même vers Los Angeles. Et la vitesse de ce mouvement est d'environ 5 cm par an. C'est aussi rapide que la pousse de tes ongles. Cela se produit parce que les deux côtés de la faille de San Andreas, qui est une faille continentale s'étendant sur 1200 km à travers la Californie, glissent l'un sur l'autre. Ainsi, dans plusieurs millions d'années, Los Angeles et San Francisco seront voisines. Les lacs, les étangs et les canaux se réchauffent légèrement et commencent à sentir mauvais avant un tremblement de terre. Cela se produit parce que des gaz sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent. La plupart des animaux ressentent ces signes et modifient leur comportement en fonction. Ainsi, les scientifiques ont remarqué que les crapauds disparaissaient complètement avant un tremblement de terre en Italie en 2009. Mais dès que la catastrophe naturelle s'est achevée, ils sont revenus. Même après la fin d'un tremblement de terre, il se peut que tu vois encore de l'eau s'agiter dans ta piscine. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'agit d'un phénomène hydrodynamique appelé la sèche. L'eau peut continuer à clapoter pendant des heures après la fin du tremblement de terre. La piscine de l'Université d'Arizona, par exemple, a perdu de l'eau à cause d'une sèche causée par un tremblement de terre au Mexique qui s'était produit à 1200 km de là. Le 27 février 2010, un violent tremblement de terre s'est produit au Chili avec une magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter. En conséquence, la croûte terrestre de cette région a été déchirée de façon si spectaculaire qu'une ville du nom de Concepción s'est déplacée de 3 mètres vers l'ouest. Un autre tremblement de terre a entraîné le rétrécissement de 3 cm de la plus haute montagne au monde, le mont Everest. Cela s'est produit en 2015 lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,5 a provoqué une réduction de plusieurs sommets de l'Himalaya. Les Japonais croyaient que les tremblements de terre étaient provoqués par le Namatsu, un poisson-chat gigantesque vivant dans la boue sous les îles japonaises. Le poisson s'agitait en tous sens, provoquant ainsi une activité sismique. Quant aux anciens Grecs, ils étaient persuadés qu'une puissante divinité marine, Poséidon, produisait les séismes en frappant la terre de son trident dans ses accès de colère. Selon la mythologie hindoue, enfin, ce sont 8 éléphants qui maintiennent la Terre en place. Eux-mêmes en équilibre sur le dos d'une immense tortue, se tenant sur le corps enroulé d'un serpent encore plus grand. Et chaque fois qu'un de ces animaux bouge, un tremblement de terre se... Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. À part leur forme bizarre, elles n'ont rien de remarquable. Sauf une chose. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont découvert un phénomène étrange à la surface de Phobos. Et ils n'ont toujours pas trouvé d'explication. Quel est ce phénomène? Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'histoire de notre système solaire? Découvrons-le ensemble. L'astronome américain Asaph Hall a découvert Phobos et Deimos en 1877. Sais-tu que toutes les planètes de notre système solaire portent le nom de divinités grecques et romaines? Par exemple, Mars, ou Arès, est la célèbre divinité de la guerre.
C'est pourquoi les satellites naturels de cette planète rouge ont été nommés d'après les fils d'Arès, Phobos et Démos. Ces jolis noms cachent en réalité des significations effrayantes. Peur et horreur. En 1971, le télescope Mariner 9 de la NASA a pris ses premières photos. C'est comme ça qu'on a découvert que ces corps spatiaux ne ressemblaient pas du tout à notre Lune. Ils ont cette forme bizarre, ainsi qu'une orbite étrange et instable. De plus, il n'y a pas d'autre lune dans le système solaire qui se déplacent aussi près de leur planète mère que ces deux-là. Mais même s'ils sont très proches de Mars, si tu tenais à la surface de la planète rouge, tu pourrais à peine les voir. C'est parce que la courbure de Mars cache Phobos et Démos de la vue. Même si tu te trouvais quelque part sur l'équateur, Phobos ressemblerait à un simple astéroïde, et Démos à une étoile. Tout cela parce que ces satellites ne sont que des miettes par rapport à notre Lune. Ce sont les lunes les plus petites et les moins brillantes de tout le système solaire. Ce qui est ironique, vu leur nom terrifiant. Bref, il semble que tout devrait être assez clair avec ces deux satellites. Mais non, il y a un hic. Les scientifiques reconstituent l'histoire de l'espace en se basant sur les traces trouvées sur différents objets spatiaux. Des bosses, des rayures, des fissures, toutes ces choses peuvent nous dire ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Pendant longtemps, les scientifiques étaient sûrs que, tout comme les dieux grecs dont ils tirent leur nom, Phobos et Démos étaient des jumeaux. Mais ensuite, l'orbiteur viking de la NASA a pris de nouvelles photos des satellites. Et c'est alors qu'ils ont découvert une différence significative entre les deux. La surface entière de Phobos est couverte d'énormes rainures. Il s'agit d'une série de longues et profondes fosses s'étendant d'une extrémité à l'autre de Phobos. Ok, et alors ? Tous les objets spatiaux présentent ce genre de choses à leur surface, n'est-ce pas ? Certes, il y a d'autres satellites avec des rainures et des éraflures similaires, mais aucun n'en a autant que Phobos. Ce dernier est complètement couvert de rainures, et elles sont énormes, jusqu'à 19 km de long et 200 mètres de large. Et ce n'est pas tout. Certaines de ces rainures se croisent avec d'autres. Cela signifie que Phobos a vécu non pas un, mais plusieurs événements traumatisants. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé exactement ? Les scientifiques n'en sont pas encore tout à fait sûrs. Mais ils ont quelques idées. Et ces théories peuvent nous renseigner non seulement sur le passé de Phobos, mais aussi nous aider à prédire son avenir. Théorie numéro 1. Impact d'astéroïdes. Le premier suspect est assez évident. Il y a un grand cratère de près de 10 km de large sur Phobos. Il a été baptisé Angeline Stickney, d'après la femme d'Asaph Hall, le scientifique qui a découvert les satellites. Et la première théorie stipule qu'un corps astronomique s'est écrasé sur Phobos. L'impact a été si fort qu'il a laissé ce grand cratère. Et l'impact de la collision a laissé un tas de rainures partout sur Phobos. Cela semble logique au premier abord, mais les scientifiques ont remarqué une faille dans cette théorie. Ils ont découvert que ces rainures se sont en fait formées non pas à l'intérieur du cratère, mais à proximité de celui-ci. Ce n'est donc pas une collision qui les a créées. De plus, qu'en est-il de ces rainures qui se croisent avec d'autres ? S'agit-il simplement d'une grande coïncidence cosmique ? Les recherches se poursuivent. Théorie numéro 2. C'est à cause des débris spatiaux. Il y a bien une différence entre ces deux théories. Dans ce cas, les rainures ne sont pas une conséquence directe de la collision. Cela se passe plutôt de la façon suivante. Quelque chose s'est écrasé sur Phobos. L'impact a provoqué la projection d'un tas de roches dans l'espace. Certains d'entre eux ont été perdus dans l'univers pour toujours, mais d'autres étaient suffisamment petits pour retomber sur Phobos. En passant à côté de la Lune à un angle prononcé, ils ont pu s'y écraser, rebondir et ainsi de suite. Et comme la gravité de Phobos est très faible, peut-être qu'ils n'ont pas pu s'y coller. En d'autres termes, ces roches ont été continuellement tirées vers le satellite et repoussées de celui-ci pendant de très nombreuses années. Cette théorie explique les rainures qui se croisent. Les roches tombaient constamment à ces endroits. Cela semble assez plausible, mais il y a un autre problème. On ne voit pas de rochers sur Mars ou à la surface de ces lunes. Or, tous ces débris étaient censés être piégés par la gravité et rester quelque part dans l'orbite de la planète, ou tout simplement devenir une partie de Phobos. En d'autres termes, si cette théorie est vraie, on en aurait trouvé des preuves sous des couches de poussière. Mais cela ne s'est pas produit.
Cette explication n'a donc plus satisfait les astronomes. Ils ont donc continué à chercher le coupable. Peut-être que les rainures n'ont rien à voir du tout avec le cratère Stickney. Peut-être que le vrai coupable est quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus puissant. Pourrait-il s'agir de Mars elle-même? Théorie numéro 3. Mars est méchante. Les théories précédentes impliquent que Phobos et Deimos étaient à l'origine des fragments de Mars. Comme s'ils s'étaient détachés d'elle et étaient devenus des satellites. Tout comme notre Lune. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas? Les observations réalisées par le Mars Global Surveyor de la NASA montrent que Phobos et Deimos sont composés d'éléments que l'on trouve principalement dans les météorites et les astéroïdes. Alors Phobos et Deimos sont peut-être des astéroïdes? Il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Vu la taille, la forme et la composition de Phobos et Deimos, les scientifiques ont suggéré qu'il fut un temps où ils appartenaient à cette ceinture. Puis, un jour, ils se sont envolés. Et la gravité les a attirés vers Mars. Ce phénomène est appelé capture d'astéroïdes. C'est toutefois difficile à croire. Certes, la capture d'astéroïdes n'est pas rare. Mais ces deux-là volent à côté de Mars depuis des milliards d'années. Il est étrange que leur orbite soit restée les mêmes. De plus, l'atmosphère de Mars est très raréfiée. Et à cause de cela, elle pourrait difficilement capturer des astéroïdes. En théorie, ils auraient dû se séparer de Mars à la première occasion. Or, cela ne s'est pas produit. Cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, ils sont restés coincés. Et Mars a immédiatement commencé à les détruire. Dans cette version, Mars s'avère être très méchante. En étudiant le passé, on a trouvé des preuves de crimes futurs. Les mystérieuses rainures de Phobos pourraient être causées par les forces de marée entre Mars et Phobos. La Lune et la Terre en échangent aussi, se déformant légèrement l'une l'autre. Mais comme Phobos est beaucoup plus proche de Mars, l'impact des forces gravitationnelles y est beaucoup plus fort. En d'autres termes, la gravité de Mars détruit progressivement Phobos. Tous les 100 ans, le satellite se rapproche de Mars de 1,8 cm. Il rétrécit aussi jusqu'à 2 mètres, devenant encore plus fragile et plus faible. Plus il devient petit, plus les forces de marée l'impactent, créant d'étranges rainures et rayures supplémentaires. Dans 30 à 50 millions d'années, Phobos entrera en collision avec Mars, où se désintégrera et se transformera en un tas de petits rochers. Et alors, Mars aura aussi des anneaux, comme Saturne et Neptune. C'est pourquoi Phobos est aussi appelée la lune martienne condamnée. Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des théories, mais l'histoire dramatique de Phobos nous donne une idée de la dynamique des objets extraterrestres. Plus on en apprend sur eux, plus on découvre les secrets de l'origine non seulement de Mars, mais aussi d'autres objets de notre système solaire. Et si un jour on en venait à vraiment coloniser Mars, l'étude de ces lunes pourrait nous être d'une grande aide. Espérons que la prochaine mission MMX révélera certains des secrets les plus passionnants que cachent les lunes de Mars.